Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des activités de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans. On va aussi s'intéresser au lancement du nouvel institut de leadership transformatif de l'Université Saint-Paul. Et tout de suite, pour commencer avec moi, notre cher Denis Lima, notre expert techno qui vient toujours nous donner des informations sur qu'est-ce qui se passe dans le monde de la technologie. Et la première affaire, là, c'est une histoire où est-ce qu'on mange des biscuits virtuellement. En fait, c'est la compagnie Christie, M. Christie, qui fait les biscuits Oreo, en fait. Et puis, eux, ce qu'ils ont fait, c'est un coup marketing, en fait, ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils, présentement, ils ont lancé un nouveau biscuit. En fait, c'est plus un gâteau qu'un biscuit. J'ai vu l'emballage, c'est assez gros. T'as pas encore goûté, hein? J'ai pas encore goûté. OK. C'est notre objectif de la semaine. On s'en parlera la prochaine fois. Mais bon, ce gâteau-là, pour faire le lancement, pour en faire la promotion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un univers virtuel dans le metaverse de Quest ou de Google, en fait. Et puis, le metaverse s'appelle Oreoverse. OK. Et puis, c'est vraiment une série de jeux qui fait un petit peu la promotion du biscuit. Donc, on peut mettre du crémage, faire notre propre biscuit. Il y a des espèces de labyrinthes où est-ce qu'on peut se promener, puis il y a des espèces de boules de crème qui nous courent après. Donc, ça nous immerse dans le biscuit, en fait, pour en faire la promotion. Donc, au lieu d'avoir des publicités à la télé, à la radio, ils ont commencé à prendre cette approche-là. Mais je trouve que c'était quand même intéressant d'utiliser la réalité virtuelle comme approche marketing. Et puis, comme on peut voir, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont l'utiliser, qui vont aller jouer dedans. Puis en même temps, mais ça fait la promotion de l'arrivée du nouveau biscuit, le Most Oreo. Écoute, la technologie s'est rendue un outil qui devient le cœur même, je pense, du marketing. Mm-hmm. Avec tout ce qui se passe là. Absolument. Puis des fois, c'est même pas c'est comme presque un marketing déguisé parce que bon, c'est un jeu, c'est amusant, c'est divertissant, mais en même temps, tu vas partout Oreo, tu vois les annonces ou les publicités du nouveau biscuit, donc ça t'incite à aller le chercher. Donc, ça veut dire que dans le marketing aussi, ce genre de partenariat-là peut être intéressant, surtout avec le métaverse. Mm-hmm. Oui. C'est quelque chose qu'on devrait aller penser, réfléchir en tant qu'entreprise, peut-être. Oui, oui. Imagine, je sais pas moi, un band de musique pourrait faire un petit mini-spectacle en virtuel où est-ce que les abonnés pourraient aller voir une partie du spectacle, mais les inciter à venir acheter des billets pour aller voir le spectacle live ou quelque chose comme ça. Ça pourrait justement inciter le monde à acheter le produit ou les services. Alors, essayez les biscuits, là, non, le petit gâteau de Oreo, là, et puis vous venez nous donner des nouvelles. On va continuer avec le deuxième sujet, c'est les bonnes résolutions. Est-ce que tu en as pris pour cette année? Moi, j'en ai pas pris. J'essaie de pas en prendre. Je sais pas, toi, est-ce que tu en as pris cette année? Non. Non. Ça marche jamais. Ça marche jamais, hein? Après, comme 2 semaines. C'est ça qu'on arrive au mois de février, en général, juste avant la Saint-Valentin, là, on oublie les bonnes résolutions. Mais pour ceux qui auraient peut-être décidé de continuer... Les plus forts là, dans leurs bonnes résolutions. Donc, il y a une compagnie qui s'appelle Aura. Donc, ils ont un bracelet qui se met sur l'Apple Watch. C'est le Aura Strap 2. Okay. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ce bracelet-là, il a des capteurs, en fait. Et qu'est-ce que ces capteurs-là permettent de faire? Donc, en mettant mon poignet, un poignet un sur l'autre comme ça va activer les capteurs. Et je vais pouvoir, selon le programme que je vais avoir choisi, mesurer mon taux de gras, mesurer, comme on voit à l'écran, là, exemple, combien d'eau est-ce que j'ai présentement dans mon corps. Si j'ai trop de sodium, je vais peut-être avoir trop d'eau. C'est notre médecin à la maison. C'est un petit peu notre médecin à la maison.
Ça va me permettre de justement savoir est-ce que j'ai pris ou perdu de la masse musculaire. Souvent, les personnes qui veulent perdre du poids, souvent vont perdre la masse musculaire, un petit peu de gras aussi, mais beaucoup de masse musculaire, peut-être parce qu'ils font pas assez d'exercice ou ne mangent pas assez de protéines. Donc, en fait, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de justement voir, bon, j'ai perdu du poids, mais d'où est-ce que je l'ai perdu, mon poids? Est-ce que c'était de l'eau? Est-ce que c'était du gras? Est-ce que c'était du muscle? Et puis, ça va faire des recommandations, justement, au niveau de la nutrition, au niveau des exercices et même au niveau du repos. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes qui voudraient continuer à garder leur bonne résolution. J'ai une question par rapport à ça. Sur les nouveaux iPhones, on voit cette appli qui s'appelle En Forme. Oui. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui. C'est pas le même genre avec cette montre-là? En fait, avec Aura, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va vraiment aller chercher des données qui sont particulières, qui peuvent pas être prises comme une montre Apple pourrait le prendre. Parce qu'il y a des capteurs qui vont, par exemple, capter des ondes électriques qui passent, voir s'il y a du gras, de l'eau, des choses comme ça. L'Apple Watch, elle va mesurer le mouvement. Okay. Donc, comment est-ce que tu bouges, combien de temps est-ce que tu bouges. On va continuer après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous parle des dernières nouveautés technologiques et on reste dans dans prendre soin de soi. Tu nous parlais de Aura Strap 2 qui est un bracelet qui se combine avec notre Apple Watch. Je pense qu'on va voir la vidéo encore. Ce que je te demandais comme question, c'était de savoir comment je raccorde cette montre-là qui est Aura à ma Apple. Oui, donc l'Apple Watch vient avec des bracelets interchangeables. Donc, j'enlève le bracelet original de l'Apple Watch et je mets le bracelet Aura Strap 2 dessus pour remplacer. Et il y a des capteurs qui sont sur le bracelet lui-même. Et puis, quand je mets mes poignets un contre l'autre, c'est là que ça va activer les capteurs. Je vais pouvoir faire la lecture des analyses qu'on va faire sur le cadran de la montre. Et puis, on voit sur l'écran en ce moment, on peut choisir notre objectif. Exactement. Donc, on peut choisir notre objectif. Est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je veux gagner de la masse musculaire? Et puis, l'application de la montre va nous guider. La montre, elle est aux alentours de 150 $. Par contre, pour avoir évidemment comme plusieurs applications, pour avoir toutes les fonctions et toutes les analyses, il faut prendre un abonnement qui est, je crois, de 9,99 par mois ou de 80 $ par année. Donc, il y a toujours un petit truc comme ça, mais gratuitement, il y a quand même certaines analyses de base, mais pas évidemment pour les programmes et tous les détails et les plans de nutrition, tout ça, ça vient avec l'abonnement. Bon, moi, je vais faire l'avocat du diable. Oui, c'est bien beau cette montre-là, mais il faudrait respecter vos objectifs. Si vous l'achetez,
respectez vos objectifs. Ne faites pas comme moi. On va parler de la troisième affaire dont tu veux nous parler. C'est une télévision qui nous suit partout. Oui. J'aime ça. Moi aussi, c'est mon préféré aujourd'hui. Ça, c'est mon coup de cœur là, depuis un certain temps. Là. C'est un nouveau gadget qui est sorti en fin d'année dernière. Okay. C'est une télé LG. Donc, c'est la télévision Stand By Me. Donc, c'est une espèce de télé qui vient sur un socle avec un trépied. Et bon, c'est un écran de 27 pouces, quand même raisonnable comme écran, mais c'est un écran intelligent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la base, on peut la débrancher. Ça donne une autonomie de 3 heures de visionnement. Hein? Et là, je peux amener ça n'importe où avec moi. Donc, je peux l'amener dans le salon, dans la salle à manger, dans la salle à dormir, dans la salle de bain. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement, prendre un bain et échapper mon téléphone dans la baignoire. Ça m'est déjà arrivé. Donc ça pourrait éviter des petits accidents comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que pas nécessairement obligé d'avoir une télé dans différentes pièces de la maison. Je peux amener ma télévision avec moi. Elle se branche, donc si j'ai besoin de plus de 3 heures d'autonomie, ben, j'ai juste amené le chargeur avec moi et le brancher. Mais c'est un écran tactile, donc je vais avoir accès à toutes mes applications. Il y a plein d'accessoires qu'on peut rajouter dessus. Entre autres, je peux, une espèce d'accessoire... je peux connecter mon téléphone à la télévision et je peux me servir de mon téléphone comme espèce de webcam. Donc, je pourrais faire des visioconférences avec cette télévision-là. Je clippe mon téléphone dessus et je fais, exemple, un FaceTime. Et là, je peux... Mais pas de visio dans la salle de bain. Non, pas dans la baignoire. Non, mais sérieux, c'est bon ça, parce que souvent, on est en train de regarder une bonne série, là, et puis on doit aller faire la cuisine. Moi, ça m'arrive souvent, donc je suis tout le temps en train de découper des affaires, je regarde par là. Ah oui. Pour les événements sportifs, toutes sortes de choses, ça peut être intéressant. Là. OK, ça coûte combien? Est-ce que c'est disponible? En fait, présentement, j'ai regardé et partout au Canada, présentement, c'est en rupture de stock. Donc, j'imagine que c'est très populaire. Okay. Cependant, c'est quand même 1 000 $. Mais, tu sais, quand tu y penses... Avec des économies à long terme, si tu peux y arriver. Oui, mais tu y penses, un téléphone intelligent aujourd'hui, tu achètes un iPhone, c'est 1 000 $. Donc, puis ça, c'est une télévision intelligente, tactile, donc c'est comme... C'est cher. Je vais pas me laisser tenter. Je vais pas me laisser tenter, mais c'est un très beau cadeau, sincèrement, parce que une télévision comme ça, tu parlais d'événements sportifs, ben, tu peux le mettre sur le paillasson sur la terrasse en été, regarder et tout ça. Écoute, c'est un très belle suggestion. Je pense que c'est ma préférée aujourd'hui. Le prochain dont tu veux nous parler, ben, la prochaine information, je l'aime pas beaucoup. C'est en rapport avec Netflix. Oui. Donc, petite nouvelle d'actualité avec Netflix. Donc, Netflix, cette semaine, a annoncé officiellement qu'ils allaient bloquer le partage de mots de passe. Donc, comme tu sais probablement, plusieurs personnes souvent vont s'abonner à Netflix, vont payer la mensualité et là, vont passer le mot de passe à le cousin, la famille, le grand-père, à toute la famille. Ouais. Là, tout le monde se partage un compte Netflix. Si tout le monde ne l'écoute pas en même temps, ben, on est capable de se partager le mot de passe. Donc, Netflix a voulu enrayer ça un petit peu. Et donc, à partir, en fait, du 21 février, va vous demander de sélectionner, puis ça va vous demander carrément sur la télévision, là, est-ce que c'est votre télévision principale dans votre maison principale? Et lorsque vous allez confirmer, ça va enregistrer, en fait, où vous êtes et où la télévision est utilisée. Donc, si quelqu'un d'autre essaie d'utiliser votre mot de passe, ça va le bloquer, parce qu'il va reconnaître que ce n'est pas la même place. Par contre, si on voyage ou puis on est dans l'avion, peu importe, puis on veut utiliser Netflix sur notre téléphone intelligent ou sur une télévision dans une chambre d'hôtel, on va pouvoir le faire, ils vont nous le permettre de le faire. Pour rajouter des abonnés supplémentaires, c'est 7,99 $. Donc, si tu veux partager ton abonnement principal avec quelqu'un, la personne devra payer, ou toi, tu devras payer pour la personne 7,99 $ pour un maximum de 7,99 $ par usager pour un maximum de 2 usagers. Là. Donc, si je comprends bien, pour quelqu'un qui a un compte en ce moment, qui a 10 000 personnes là-dessus, ça ne va pas fonctionner, mais si, par exemple, j'ai mon compte, Netflix va me bloquer déjà direct. Il va essayer de nettoyer toutes ces personnes que j'ai ajoutées. Et après, ils vont me demander si je veux ajouter quelqu'un, il faut que je paye 8 $. Exactement. Par mois. Par mois.
OK. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour Netflix. Bonne nouvelle pour Netflix, oui. Vraiment. Alors, je pense qu'on va terminer avec la dernière affaire, c'est le retour des albums vinyles. Oui, donc c'est surprenant. En fait, comme tu sais, avec les Spotify, les Apple Music, les Amazon Music, on a accès à de la musique quasiment illimitée, tous les types, genres, langues à travers le monde. On va avoir accès, mais depuis plusieurs années, d'ailleurs, depuis 17 ans, parce qu'en fait, les albums vinyles, ça fait plusieurs décennies qu'on utilise plus ça. On a commencé avec les cassettes, après ça, les CD, puis après ça, en streaming. Et bien maintenant, il y a comme un renouveau. Puis depuis 17 ans, année après année, tranquillement, pas vite, on achète de plus en plus d'albums vinyles. Okay. Et c'est quand même intéressant. Et puis, en fait, on en a vendu près de 44 millions aux États-Unis en 2022. Okay. Puis ce qui est intéressant, c'est que le monde les achète. Il y a certaines personnes que c'est pour la nostalgie, le son, le petit crépitement quand tu mets l'aiguille dessus. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes aussi, c'est pour les collections. Donc, ils ne les écoutent même pas. En fait, j'ai dit qu'il y avait 44 millions d'achats aux États-Unis. Près de la moitié de ces albums-là, les personnes qui les achètent ne les écoutent pas pour la musique. Ils les gardent comme objet de collection. Beaucoup vont les mettre dans un cadre, puis vont l'accrocher dans leur salon pour décorer leur salon. Donc, c'est des trucs des anciens artistes, je veux dire? Non, parce que les nouveaux artistes aussi font en vinyle, donc c'est moins populaire, mais si on compare au fil des années, de plus en plus, ça s'achète de plus en plus. Donc, on peut acheter le dernier album de Beyoncé, si on veut, en vinyle. Ça existe. Par contre, c'est quand même assez dispendieux. On parle d'une trentaine de dollars pour un album. Alors que 30 $, tu peux payer ton abonnement... à moitié prix. Oui, exactement. Donc, puis tu as accès à toute une panoplie de musique, alors que là, tu es restreint. Mais c'est vraiment le côté nostalgique, le côté collectionneur qui va aller chercher ces albums-là. Merci beaucoup. Je pense que mon préféré aujourd'hui va rester la télé Stand By Me de LG. Et on se revoit le mois prochain. Merci, Denis. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, on vous a donné toutes les informations dont vous aviez besoin, vous pouvez aller les chercher sur Internet. On va prendre une pause et après la pause, on va parler de leadership transformatif. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de leadership transformatif et c'est un nouvel institut qui a été lancé durant l'année 2022, si je ne m'abuse, à l'Université Saint-Paul. Avec moi, Gabrielle Dupuis, qui est coordonnatrice de l'Institut de leadership transformatif. Et Gabrielle, première question pour toi. Leadership transformatif, c'est quoi ce terme? Ça veut dire quoi?
Oui, c'est une question qu'on doit répondre souvent parce que c'est quand même une vision plus nouvelle du leadership, mais c'est aussi une vision du leadership qui inclut beaucoup des choses, des connaissances de leadership qui sont venues avant. Alors, c'est un leadership qui est vraiment ancré en priorité dans des valeurs, des principes d'équité, justice, diversité et inclusion. La justice sociale est vraiment au cœur. Puis là, ça joue au service de non seulement la transformation des organisations, de la communauté, mais aussi de soi-même. Alors, ça commence par soi, c'est pour le bien-être de nous-mêmes, mais dans nos communautés, nos places d'engagement. Puis ça fait le pont, justement, entre qui je suis comme personne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, et mon contexte de vie, où j'agis, où j'interagis avec les autres. Alors, ça donne la chance de travailler sur ces deux axes en même temps parce qu'ils sont tellement... À la fin de la journée, quand tu es un leader, tu le fais à partir de qui tu es comme personne. Alors, il faut travailler qui tu es comme personne pour être un encore meilleur leader. Alors, c'est ça que j'allais poser comme question. Pour toi, le leadership, qu'est-ce que ça signifie? Mais tu viens de répondre. Là, c'est vraiment de travailler sur soi pour pouvoir apporter la meilleure version de soi-même à un environnement ou bien à un organisme. Donc là, maintenant, ma question vient sur le fait de... Où est venu ce besoin-là pour vous, à l'Université Saint-Paul, de créer cet institut-là? L'Institut est vraiment créé à partir de l'École de leadership transformatif et spiritualité à l'université, qui est une école académique dans la faculté de sciences humaines. On offre un programme de maîtrise, un diplôme d'études supérieures et d'autres cours aussi au niveau du bac. Cependant, des cours universitaires, c'est pas accessible à tout le monde ou pas tout le monde a le temps de dédier leur énergie à une étude à long terme. Alors, on a aussi toujours travaillé et on voulait toujours partager ces connaissances-là avec autant de personnes que possible. Donc, depuis plusieurs années, on a déjà travaillé en partenariat, on travaille en collaboration avec quelques organismes, différentes choses, mais on a ressenti le besoin dans la dernière année de vraiment créer une place très claire, de dire on est là, on est ouvert à travailler avec les gens, on a des connaissances à partager, on veut travailler en partenariat. De là est venu l'Institut de leadership transformatif, qui est vraiment plus un centre de développement professionnel, de collaboration, de peaufinement. Et c'est encore en création. C'est vraiment, à fur et à mesure qu'on va travailler avec les gens, on va aussi découvrir c'est quoi le potentiel de l'Institut. On avait des partenariats préexistants, mais on en a eu aussi des nouveaux depuis qu'on a commencé. Puis on est encore ouvert justement à voir comment on peut être de service à la communauté en général, puis ça dépend de qui nous approche et comment on travaille ensemble. Et comment les gens arrivent à entendre parler de cet institut-là et comment ils vous approchent? Est-ce que c'est les organismes qui viennent vers vous pour vous dire, écoutez, on a besoin d'un coup de main, ou bien c'est vous qui allez vers ces organismes-là, communautaires en particulier, je suppose, pour aller apporter votre expertise? Bien, je te dis, on est ouvert aux deux façons. Jusqu'à date, j'ai pas eu... On est quand même encore petit, alors d'une certaine manière, j'ai pas eu besoin de trop travailler à rejoindre les gens parce que, comme j'ai dit, on avait des partenariats existants. Aussi, en étant à l'université, il y a des gens qui contactent l'université en général pour du soutien. Et puis là, maintenant qu'on existe comme institut, l'université redirige ces personnes vers nous pour voir comment on peut mieux collaborer. Parce qu'on a une certaine flexibilité que des programmes académiques n'ont pas. On peut vraiment créer des choses sur mesure. Et oui, on peut créer des séries... Des webinaires ou des formations sur mesure, mais on peut aussi créer des programmes un peu plus à longue envergure qui ciblent une population précise, qui répond à un besoin plus précis. Pas juste parler de leadership, mais vraiment certaines composantes. Puis tous les programmes qu'on crée sont vraiment basés non seulement sur le développement de compétences qui peuvent être liées au leadership, mais aussi sont basés à partir... Nous, on utilise toujours un aspect d'apprentissage transformateur qui est vraiment pour élargir la façon de penser, élargir notre conscience de soi et notre conscience des autres et de l'écosystème dans lequel on vit. Le leadership, là, je vais dire, ce terme-là, c'est un terme dont j'adore discuter parce que je pense que ça a de l'importance, surtout en ce moment où est-ce qu'on... Enfin, dire, dans le moment dans lequel on vit, là, tantôt, tu l'as mentionné, Gabrielle, équité, diversité, inclusion. Je pense que ce sont des mots qui sont sur les lèvres de tout le monde, sur les lèvres de tous les organismes, et ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir donner la place à chacun. Et quand tu parles des compétences que les personnes vont venir acquérir dans cet institut-là, je me demande de quel genre de compétences est-ce qu'on parle? Bien,
On peut parler des choses très complexes comme la pensée systémique, vraiment qu'est-ce qu'on appelle en anglais le change management, la gestion du changement, mais on peut aussi parler de l'intelligence émotionnelle, la capacité d'autoréflexion, l'empathie, même la créativité puis l'adaptabilité, la gestion du conflit, ça peut être toutes ces choses-là. Ça dépend vraiment où on veut focuser, mais on voit déjà dans les choses que j'ai nommées le lien entre des compétences qu'on peut faire dans notre organisation, mais aussi des compétences personnelles qu'on développe en soi. Et quand on parle des compétences personnelles, là, je pense que tu l'as mentionné vite fait, les qualités. L'une des qualités d'un bon leader, c'est vraiment de l'empathie, aussi la compréhension, je dirais, parce que là, tu parles de créativité, mais dans une équipe, il peut y avoir plusieurs personnes qui viennent de cultures différentes. En tant que leader, il faut être, je vais dire, à même de pouvoir écouter l'opinion de telle personne, et pouvoir trouver un mixte ou un juste milieu pour donner, je vais dire, une meilleure vision à notre organisme. Tout ça, ça compte. Oui, en fait, on dit que l'écoute, c'est une des capacités les plus sous-estimées du leadership. Mais si on peut développer vraiment l'écoute, puis nous, on parle souvent d'écoute générative qui voit au-delà de juste le moment présent, mais où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que la personne essaie même de dire qu'elle n'est même pas consciente encore? D'avoir vraiment une écoute qui est empathique, mais encore plus. Ça peut vraiment nous aider justement à voir les transformations et où on a besoin d'aller comme équipe, puis pas rester pris dans les enjeux du présent qui, des fois, nous déstabilisent. C'est vrai. Ouais. Je vais te garder avec moi, Gabrielle. On va prendre une pause et on revient juste après parce que tu as de belles informations aussi pour le domaine de la santé. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités, les programmes offerts par l'Université Saint-Paul. Avec moi, Gabrielle Dupuis, qui est coordonnatrice de l'Institut de leadership transformatif, le sujet dont on parlait avant la pause. Et pour clore, en fait, ce sujet-là, Gabrielle, juste rappeler aux gens combien de fois dans cet Institut de leadership transformatif vous êtes flexible et que vous êtes ouvert à tout le monde. Mais un des exemples de notre flexibilité, comme tu le dis, c'est un programme qu'on a créé en partenariat avec le Réseau national de navigation pour nos nouveaux arrivants, qui est basé à CHEO, ici à Ottawa. Ils sont venus nous voir. L'université avait déjà un partenariat avec eux, mais ils avaient une nouvelle initiative qui voulait justement répondre et regarder aux barrières qui affectent les professionnels de la santé formés à l'étranger. Puis on sait présentement dans le système de santé canadien, il y a une grande pénurie de main-d'œuvre. Mais en même temps, ces gens-là, même s'ils ont l'expertise et l'expérience, il y a beaucoup d'embûches et d'obstacles qui empêchent qu'ils peuvent facilement intégrer le système. Alors, nous, leur projet a plusieurs différentes
aspect, mais nous, on leur collabore avec eux pour créer une formation de 12 semaines pour des professionnels de la santé où on essaie vraiment de leur donner certaines connaissances, informations, mais aussi travailler au niveau de qui ils sont, où ils s'en vont, vraiment valoriser leur expérience, leur vécu dans leur formation, mais aussi leur donner certaines compétences qui vont les aider à intégrer le monde du travail, que ce soit en santé ou que ce soit dans autre chose. Et puis, alors, on touche à des modules sur la justice sociale et l'éthique, mais aussi trouver sa place, le multiculturalisme canadien, parce que c'est quand même une conception très canadienne, mais aussi l'autoréflexion, le discernement. Dans la pratique de la médecine, il faut toujours faire le retour sur les erreurs, apprendre à chaque moment. Alors vraiment, quelques connaissances, tout ça, mais à partir d'une cohorte. Alors, ils ont la chance de dialoguer ensemble, d'apprendre ensemble, se sentir moins toute seule dans ce processus. Alors, c'est ça que nous avons créé. Il y a une première cohorte en français de 40 étudiants cet hiver et on espère pouvoir accueillir une autre cohorte de personnes d'expression française parce qu'il y en a qui sont ukrainiens de plein de différentes origines, et puis accueillir une autre cohorte ce septembre pour un autre programme de 12 semaines. Je pense que c'est une très belle initiative parce que je pense que c'est ce lundi que je parlais avec une dame de l'Association canadienne pour la santé mentale qui disait comme ça que le besoin, il était criant. La représentativité dans le domaine de la santé n'est pas à son beau fixe, tout simplement parce que déjà, il y a un problème au niveau de l'éducation. Il y a un problème déjà à partir de là. Et le fait, Gabrielle, que tu mentionnes que les personnes qui ont exercé dans le domaine de la santé dans leur pays d'origine n'arrivent pas à avoir tout de suite du travail ici, c'est une réalité qui est vraiment, je peux témoigner là. Et donc, d'avoir une cohorte comme ça qui leur permet en 12 semaines de pouvoir comprendre le système de santé canadien et peut-être l'insérer un peu plus tard, je pense que c'est génial. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, après ces 12 semaines-là, est-ce que directement, ils ont une certification, ils peuvent avoir un stage? Comment ça fonctionne après ces 12 semaines-là? Oui, alors c'est sûr que nous, étant donné notre expertise, on se focalise sur les compétences non cliniques. Alors, on ne peut pas nécessairement donner une accréditation, ce genre de choses-là. Par contre, un des capacités qu'on sait qui cause beaucoup dans le bush, c'est au niveau de la communication, soit en français ou dans notre programme en anglais, pareillement, parce que les gens viennent de d'autres... Alors, ça peut quand même leur aider dans leurs épreuves. Il faut faire des entrevues, il faut faire des tests oraux, il faut faire différentes choses. Alors, on espère quand même que, à cause que notre création de notre programme a beaucoup basé sur la discussion et le dialogue entre que ça va leur aider beaucoup. Mais à la fin de la journée, c'est sûr que c'est juste une petite chose pour essayer d'aider, mais aussi la résilience qui se bâtissent ensemble pour pouvoir passer à travers. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de faire partie du plus grand projet de le réseau national qui regarde justement comment éliminer certains des obstacles puis rendre ce processus-là plus facile pour les gens. Alors, pour les gens qui nous regardent en ce moment, comment ils pourraient avoir accès à ce programme-là? Je suggère vraiment d'aller voir le site web de NCAT, le Réseau national de navigation, puisqu'il y a l'information pour notre programme. Il y a une section sur les PSFE, les professionnels santé formés à l'étranger. Et là, vous allez voir une ressource de c'est quoi les nouvelles les plus mises à jour, c'est quoi les ressources disponibles, des formations comme la nôtre, mais il y a aussi certaines formations asynchrones que les gens peuvent suivre aussi, et même plein d'autres ressources qui peuvent aider, et même des cafés de discussion entre les gens qui sont dans cette même situation pour justement collaborer ensemble, apprendre ensemble, puis se donner des conseils, des aides, parce que c'est vraiment un processus très difficile à naviguer et les gens ont besoin un peu de se guider, de s'aider, s'entraider là-dedans. On va parler d'un troisième sujet, Gabrielle, toi et moi. Donc, je veux juste rappeler aux gens qui nous regardent que de ce que je viens d'avoir comme discussion avec Gabrielle, je me rends compte que l'Université Saint-Paul se positionne comme un acteur de changement, en fait, surtout dans notre société. Et j'aime ça, on a parlé de votre nouvel institut de leadership transformatif. Là, on vient de parler d'un nouveau programme pour aider les professionnels de santé qui ont été formés à l'étranger, ce qui est excellent. Et la troisième affaire, ce sont des webinaires, en fait, que vous organisez sur différentes thématiques, il me semble. Oui, alors, présentement, on a 2 différentes séries qui focalisent un peu plus sur le bien-être, mais
un peu plus le bien-être au travail. Alors, on a une série qui commence lundi sur le bien-être et le leadership, mais un peu plus au niveau de soi-même. C'est quoi certaines choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi pour qu'on puisse être un meilleur leader, pour qu'on puisse plus être à l'écoute. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas bien, c'est très difficile d'être là pour d'autres. Alors, on travaille sur la compassion, sur la résilience, sur le courage moral, sur certaines composantes qui peuvent vraiment nous aider. Et ça vient avec des pratiques et des cercles de discussion. Donc, on peut justement, on prend le contenu, mais on peut aussi en parler. Alors, ça donne la chance d'avoir un peu une meilleure intégration. Mais ces séries de webinaires sont juste cette semaine. Alors, c'est très accessible, c'est comme on se plonge là-dedans pour cette semaine. Et puis, espérément, ça va vous donner des pratiques et des choses qui vont vous aider. Ensuite, on a une autre série qui va commencer au mois d'avril qui pourrait intéresser les gens qui sont sur le bien-être dans les organisations. Alors là, on veut vraiment encourager des leaders dans des organisations, des directeurs, des managers, ceux qui ont du pouvoir d'action dans leur organisme, de regarder justement aux structures et aux pratiques de leur organisme, qu'est-ce qu'ils peuvent changer à l'intérieur même pour améliorer le bien-être de eux-mêmes et de leurs employés. C'est quoi les espaces qu'il faut créer? C'est quoi les pratiques qu'on doit mettre en place pour que justement on ait du mieux-être, pas juste pour les directeurs, mais aussi pour tous les employés. Pour tous les employés. C'est très intéressant. Et où est-ce que les gens peuvent s'inscrire pour ces webinaires? Et est-ce qu'ils sont gratuits? Ils sont pas... Ça ici, c'est des formations professionnelles. Okay. Si vous voulez vous inscrire comme groupe, c'est $300 par personne, mais comme individuel, c'est $400. Alors, c'est quand même accessible si jamais... Et puis, mais aussi, je vais dire, présentement, le contenu est en anglais, mais on est très ouvert. Si un groupe francophone, un organisme francophone voudrait s'inscrire, on peut faire un cercle de discussion en français. Et tous les enseignants sont bilingues aussi. Alors, on peut toujours trouver des façons d'offrir des compléments ou d'autres informations additionnelles en français, alors si les gens sont intéressés. Merci beaucoup, Gabrielle. De très belles informations. Bravo à l'Université Saint-Paul qui essaie de se réinventer jour après jour. Et puis, au plaisir de te reparler, toi ou peut-être un de tes collègues, une fois de plus à l'émission. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes les informations dont je viens de parler avec Gabrielle, donc il s'agit du nouvel Institut de leadership transformatif, du nouveau programme pour aider les professionnels de santé qui ont été formés à l'étranger et même des webinaires sur le bien-être. Ça sera au www.ustpol.ca. C'est le site web que vous aurez à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais m'entretenir avec deux femmes qui viendront nous parler de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va avoir à discuter de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, la SFOFO, avec moi sa présidente Nicole Fortier. Et je pense que la seule fois où j'ai reçu quelqu'un de la SFOFO, ça date de peut-être avant la pandémie. Donc je pense que ça serait intéressant qu'on rappelle aux gens qui nous regardent, en fait, c'est quoi la SFOFO et qu'est-ce que vous faites? Oui, bien, merci d'abord de nous inviter comme ça pour mettre à jour nos activités. Et en fait, contre la Société franco-ontarienne du patrimoine et d'histoire d'Orléans, donc vous le dites bien, la SFOFO, a été fondée en 2011 et l'objectif, c'était la préservation, la conservation et également la promotion du patrimoine et de l'histoire d'Orléans. Son nom dit tout, finalement. Mais, évidemment, on a près de 300 membres, et on a beaucoup de membres, de membres très actifs, des bénévoles très actifs, ce qui veut dire que on a pas mal d'engagements un peu dans diverses fonctions. Par exemple, on a, d'abord, je vais commencer par le comité, en fait, c'est pas un comité, pardon, c'est le Centre de documentation et d'archives, qui, ça est peut-être l'élément le plus nouveau, et ce centre-là nous permet finalement de mettre à jour nos collections muséales, photographiques, nos documents. Et on est en train de se moderniser grâce, entre autres, à Monique Brûlé, dont c'était un peu la profession. Et c'est notre archiviste bénévole à la SFOFO. Alors, et de plus en plus, nous devenons on veut aussi exposer nos choses sur Internet de plus en plus. Un autre comité aussi, c'est le comité pour l'amélioration de la place des non-francophones à Orléans. On l'appelle CAPENFO. Alors, ce comité-là aussi travaille fort depuis le début à élaborer différentes capsules, pardon, pas des capsules, mais des chroniques historiques et des publications, et aussi l'accent sur Orléans. Maintenant, un autre, et ça c'est dirigé par Louis V. Patry. Un autre comité dirigé par Guy Legault, c'est le comité de l'histoire d'Orléans. Ce comité-là, grâce à ce comité-là, on a pu mettre on a créé un portail où on peut retrouver plus de 200 sites patrimoniaux, accessibles évidemment c'est ouvert au public sur notre site web. Et ce comité-là également est en train de travailler, d'élaborer un livre qu'on appelle un livre de référence sur l'histoire d'Orléans. Et dans ce livre de référence-là, on va retrouver, par exemple, les origines d'Orléans, les origines au point de vue éducatif, l'éducation, au point de vue de la santé, au point de vue également de la culture et de l'économie. Alors, c'est un livre qui, présentement, n'est pas encore prêt, mais pourrait être prêt d'ici... Ça dépend, là, 1 an, 2 ans, tout dépend de beaucoup de variables, mais c'est un livre à long terme que nous aimons beaucoup. Tandis que nous sortons beaucoup de publications aussi, on en a déjà 6 à peu près, qui découlaient du comité CAPENFO, entre autres. Et je crois que France va probablement vous parler de notre prochaine publication qui devrait être prête, pas dans 2 ans, 3 ans, mais peut-être dans quelques mois. Alors, je vais laisser France en parler. Maintenant, un autre comité, c'est le comité de programmation. Et ce comité-là a été créé lors de notre 10e anniversaire. Et maintenant, on l'a transformé en comité de programmation. Grâce à ce comité-là, on offre différentes activités. Et encore une fois, France va vous parler des prochaines activités organisées dans le cadre soit du mois du patrimoine ou d'autres. Au mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Il y a toujours un mois, il y a toujours quelque chose pour fêter. Merveilleux. Et évidemment, on a aussi le comité des communications et entre autres, une de nos activités très populaires, ce sont les lundis rétro. Alors, depuis déjà quelques années, à tous les lundis, on offre une petite histoire avec des photos de... Le sujet varie allant de groupes d'équipes sportives à, par exemple, une grosse famille d'Orléans, etc. Mais tous les sujets qui ont lien avec l'histoire et le patrimoine d'Orléans sont heureusement bienvenus.
Et nous encourageons d'ailleurs quiconque a envie d'écrire une telle petite histoire de nous communiquer avec nous et on vous donnera un peu un guide de référence pour appuyer. Maintenant, nous avons aussi, je vous ai parlé du livre à long terme, du livre de référence, mais on a aussi d'autres projets à long terme dont on ne peut pas vraiment encore parler parce que c'est pas assez, on ne peut pas en parler encore publiquement, mais il y a toujours, c'est des beaux projets qui nous gardent aller. Je me rends compte que en fait la SFOFO travaille beaucoup. Vous faites beaucoup de choses en même temps là. Et moi, j'ai envie de parler de la collection muséale dont tu as parlé, Nicole. Comment vous organisez-vous pour avoir ce dont vous avez besoin à mettre dans ce musée? Parce que je pense que c'est un musée que vous avez au sein de votre bâtisse. Oui. En fait, on est chanceux parce qu'évidemment, étant pas un gros organisme qui existe depuis très longtemps, on ne pourrait pas se permettre beaucoup d'espace, mais on a quand même une belle place à 1420 rue Youville et nous appelons ça la Maison du patrimoine et à l'intérieur de cette maison-là, on a évidemment quelques bureaux, mais on a également une petite salle de conférence pour que les comités, les groupes puissent se rencontrer et nous avons un petit musée, effectivement. Nous avons, là, j'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais nous avons une collection d'objets. Évidemment, comme je dis, la place n'est pas immense. Ben, justement, tiens, on voit à l'écran la Maison du patrimoine d'Orléans. Oui. Donc, on a quelques objets, des objets qui sont pas trop gros, mais qui sont significatifs et pertinents pour notre patrimoine. Et comment on les collectionne? Bien, finalement, c'est un peu les gens qui nous appellent puis ils disent, bon, on a ça, on a des petits objets qu'on ne veut pas jeter, mais est-ce que la maison est prête à le prendre? Et normalement, en fait, on dit toujours oui, à moins que ce soit vraiment trop gros. Mais on aime ça. Également, les photos. Alors, ça, c'est le fun parce que les photos, et encore une fois, s'il y a des gens qui disent, nous, on a des photos historiques, vous pouvez même les garder, les photos, mais nous, on pourrait les numériser et les inclure dans notre collection de photos. Et donc, combien de photos? Là, j'ose pas dire des chiffres, mais ça, les photos, on en a beaucoup. J'imagine. Et depuis au fil des années, on en a collectionné beaucoup aussi. Et ben là, quoi d'autre? C'est-à-dire, est-ce que je veux pas empiéter sur ce que France va dire. Dans ce cas, ce qu'on va retenir, c'est que les gens, par rapport au travail que vous faites de collection et tout, si les gens ont quelque chose à la maison qu'ils ont envie de partager, qui est en rapport avec l'histoire d'Orléans, tout ce qu'ils doivent faire, c'est vous contacter sur le www.sfofo.com pour avoir accès à vous et peut-être venir vous visiter dans votre bâtisse à la Maison du patrimoine pour voir qu'est-ce que vous offrez. Merci beaucoup, Nicole. Et merci. J'ai juste terminé en disant oui, à tous les lundis après-midi et mercredi après-midi, Lynn, qui est notre agente, est là, est sur place. Donc, la maison est ouverte et on est content quand les gens viennent nous voir, ne fût-ce que pour jaser, apporter des choses. Exactement. Et aussi, les lundis rétro, ne pas oublier, si vous avez en tête un sujet, contactez-nous, rejoignez-nous et nous allons vous aider à composer votre lundi rétro. Merci pour le beau travail que vous faites. Je vais parler avec votre collègue juste après la pause. Merci beaucoup, Nicole. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.
L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, on a discuté de ce que c'était la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans avec la présidente Nicole Fortier. Et là, maintenant, je vais parler avec France Léveillé, qui est administratrice OCA. J'ai du mal avec ce mot. Et elle va nous parler des différentes activités parce que avec Nicole, j'ai pu comprendre que vous n'arrêtez pas. Il y a toujours de nouveaux projets avec vous. Oui, surtout que c'est le mois de du patrimoine. Oui. Alors, il y a toutes sortes de choses organisées autour de nous. Puis on essaie de participer puis d'apporter quelque chose aussi. Alors, vraiment, dans les prochaines semaines, prochains mois, il y a 4 activités dont je pourrais vous parler pour encourager les gens à participer. Le premier, c'est tout bientôt, là, je vais remettre mes lunettes, voir la date encore, c'est le 21 février. Dans 11 jours. Le 21 février, on participe à la Fête du patrimoine d'Ottawa. C'est organisé par Connexion Patrimoine Capitale et la Ville d'Ottawa. Alors, 21 février, à l'Hôtel de Ville d'Ottawa, sur l'avenue Laurier. Alors, on encourage les gens à venir nous voir. On va être là parmi plus de 45 autres organismes qui sont axés sur le patrimoine, la culture. Il y en a qui c'est beaucoup sur la muséologie ou tourisme même. Et puis c'est vraiment le fun. Ça fait plusieurs années qu'on y va. On n'a pas pu y aller en personne pendant la pandémie, mais là, enfin, on y retourne. Et puis l'atmosphère est belle. C'est une belle grande salle au rez-de-chaussée. Puis c'est plein de gens qui sont fiers de présenter leur coin de la région. Et ça permet de faire des partenariats, France. Oui, c'est ça. Et puis c'est le fun, il y a des gens qui se promènent en costume d'époque. Et puis en particulier, cette année, ça va nous donner la chance de rencontrer notre nouveau maire. Oui. Alors, vraiment, c'est le 21 février à midi, dans la grande salle au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Est-ce que tout le monde est invité ou c'est seulement pour les organismes? C'est gratuit, tout le monde est invité. Okay. Oui, puis de midi jusqu'à tard dans l'après-midi. Alors, c'est pas... Tu fais le tour et puis tu peux parler à plein de gens, ramasser d'informations. Parfait. Pas mal bien. Donc ça, c'est pour le 21 février. La deuxième activité? Oui, la deuxième activité. Oui. Encore pas longtemps après, le 23 février, on offre une conférence virtuelle gratuite. Et puis, on a commencé à faire la publicité. On a envoyé des courriels à plein de partenaires. Et elle s'intitule « Nos églises, notre patrimoine ». Qui est à sauvegarder. Comme la première partie de la conférence, c'est comme un genre d'ouverture, c'est pour présenter un peu comme célébrer le 100e anniversaire de l'église Saint-Joseph d'Orléans. OK. Et ça fait... c'est un symbole patrimonial, religieux, bâti, important d'Orléans. Et puis la paroisse a entrepris beaucoup de rénovations, plusieurs structurelles, d'autres plus esthétiques dans les dernières années. Puis ça a été complété juste à temps pour fêter ses 100 ans. Alors, on va présenter ça. Et puis, en plus, il faudrait mentionner comme que c'est vraiment grâce à l'implication importante de la communauté que toutes ces choses-là ont réussi à être accomplies pour notre Église. Et puis, alors après, on va pouvoir passer à la deuxième partie. On a invité Michel-André Lavergne. On a entendu parler beaucoup de la sauvegarde récente de l'église Saint-Bernard de Fournier. Puis j'ai hâte d'entendre l'histoire, comment ça s'est passé, parce que c'est assez intéressant, les petits bouts que j'ai entendus. C'est un super bel exemple de collectivité. Un grand succès grâce à l'engagement, puis l'entêtement peut-être de la communauté. Et puis ça devrait intéresser plein de gens.
Alors, c'est le 23 février à 1h30. Ça devrait durer 1h30 à peu près. Alors, pour s'inscrire à ça... Les gens peuvent s'enregistrer. C'est ça, s'enregistrer. Comment les gens s'enregistrent? C'est qu'ils peuvent aller sur... On a envoyé des courriels. Les gens peuvent répondre par courriel. Ils peuvent aussi aller sur notre site web, sfopho.ca, pour s'enregistrer. Et puis, une fois enregistrés, ils vont recevoir le lien pour se joindre au Zoom. Alors, on va aller avec... plusieurs conférences de ce style-là. Avec la pandémie, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Les gens doivent être déjà très, très habitués à ça. Troisième activité? Ah oui, la troisième activité, c'est au mois de mars. Celle-là, c'est plutôt dans le cadre de le mois de la francophonie. Oui. Et puis, la SFOPHO s'est joint à d'autres associations franco-ontariennes de la région, comme l'association Richelieu, le RAPFO, le MIFO, et pour organiser la version 2023 en personne encore cette année, tant mieux. Et puis, c'est sous le thème de bal masqué. Alors, ça va être très coloré. Et puis, ça va avoir lieu le 25 mars au centre de conférence sur le chemin Coventry. Ce qui est fantastique, c'est que les billets sont seulement 85 $, qui est excellent parce que ça inclut le repas, le vin, avoir des bouteilles de vin sur les tables, puis une soirée dansante animée par la Tournée du Bonheur. C'est une troupe bien connue et puis bien appréciée. Alors, ça veut dire que les gens vont chanter et vont danser. Ça devrait être très bien. Les billets vont être disponibles sur le site du Centre Pauline Marion très bientôt. La publicité aussi va être distribuée. Mais je peux vous avertir que c'est le 25 mars. Qui s'en vient. Alors, il faut mettre ça à son calendrier. Écoute, France, il va nous rester quelques secondes. Je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, tu pourras donner la dernière information. Mais moi, je veux rappeler aux gens que la prochaine activité de la SFOPHO dont France nous parlait, ça en vient pour le 21 février. Ça sera à l'Hôtel de Ville. Donc, vous allez avoir l'occasion de rencontrer le nouveau maire pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré et puis de faire de nouveaux partenariats. Pourquoi pas? Parce qu'il sera question du patrimoine. Pour avoir plus d'informations, www.sfopho.com, donc sfpho.com. On revient juste après la pause pour vous partager la dernière activité de la SFOPHO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir deux grands cimetières historiques de la région de la capitale. Le premier, le cimetière Beechwood, lieu historique national du Canada. Le second, moins connu, le cimetière Bellevue dans le secteur d'Aylmer, où reposent les pionniers de ce secteur. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Conserver sa culture ou pas, voilà la réalité de certaines familles. Et nous recevons Jamila à la prochaine émission pour en parler davantage. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Levi Koloko de la CEPAP. Il nous parlerait de son parcours et de sa perception du Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, France Leveillé, qui est administratrice au conseil d'administration de la SFOPHO, pardon. Et là, tu nous as parlé avant la pause de 3 activités qui s'en viennent. Et la dernière activité qu'on ne voulait pas oublier de mentionner, c'était laquelle? Il va nous rester 1 minute. OK. C'est un lancement d'un nouveau recueil historique. Il sera bilingue. Il raconte l'histoire derrière les noms français donnés à une 50aine de voies publiques, de parcs ou autres installations municipales d'Orléans. Et puis, dans le fond, il suit un premier recueil qu'on avait produit en 2017 qui
Puis celui-là, il y avait 30 chroniques historiques. Alors, ça raconte pourquoi un parc porte tel nom en l'honneur de tel personnage, qu'est-ce que ce personnage-là a accompli. Et ça sera disponible quand? Quand est-ce que ça sera disponible? On espère au mois d'avril. Fin mars, avril, on aura un lancement. Parfait. On va pouvoir faire la publicité pour ça. Merci beaucoup d'avoir partagé les activités bouillonnantes de la SFOFO. Et puis, on se reparle une prochaine fois. Bon week-end! Bye. Alors, pour vous autres à la maison, je vais juste rappeler le site web de la SFOFO, www.sfofo.com. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se revoit lundi à partir de 11h. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.